Isabelle Morand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, vous avez même été à la rédaction en chef d'un magazine spécialisé dans le jardinage, et puis vous avez choisi de redevenir freelance pour vous consacrer aux reportages et enquêtes sur le terrain. Et là, à l'occasion du Salon du Livre, vous avez signé un petit ouvrage, qui est une petite nouvelle en fait, qui s'appelle Le dos au mur. Est-ce que vous êtes retrouvée, le dos au mur, Isabelle Morand ? Mais je crois qu'on a tous des moments dans la vie où on se retrouve le dos au mur. Alors pas spécifiquement dans cette situation-là, mais je trouvais que c'était une bonne expression, une bonne façon d'expliquer comment, quand des femmes sont victimes de violences, quand des hommes sont victimes de violences, on pouvait vraiment se retrouver le dos au mur sans savoir quoi faire, en réagissant de différentes manières. Et c'est vraiment l'expression qui est venue à moi tout de suite quand j'ai écrit ce livre. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'une femme qui se retrouve le dos au mur, une femme qui a été violée. Et ce viol a forcément complètement marqué son parcours de vie jusqu'à la fin. Au moment où elle croyait renaître, elle est rattrapée par ce viol. Elle arrive à avoir une vie normale après coup. Et il y a aussi un désir de vengeance qui la nourrit tout au long de son parcours. Je ne sais pas si elle verra cette vengeance se compléter jusqu'au bout. Ça reste un peu flou quand même à un moment donné, parce que son violeur est atteint d'un cancer. On devine qu'il va en mourir, mais on ne le voit pas mourir dans la nouvelle. Bon, peut-être qu'il n'est pas mort encore. Peut-être qu'il n'est pas mort encore, hein, malheureusement, pour elle. Mais bon, pourquoi ce thème-là spécifiquement ? Est-ce que vous avez assisté à beaucoup de violences dans votre vie ? Non, alors pas beaucoup de violences de ce type, mais en revanche, j'ai été assez proche de différentes associations qui accueillent ces femmes, qui les recueillent, qui les aident. Et d'autre part, j'ai une ou deux amies très proches à qui ce drame est arrivé. Et je me suis dit qu'il fallait passer au-delà des silences, il fallait essayer de parler de ces souffrances. Alors je sais que quand on écrit la première personne, ça peut être très perturbant. Moi, ça m'a perturbée, ça peut être un peu autobiographique. Voilà, ça peut perturber aussi le lecteur, mais je pense qu'il n'y avait pas 36 façons. Je voulais pas accumuler des témoignages. Je voulais pas dire Marlène, 50 ans, Dominique, 26 ans, ou je ne sais pas qui. Je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais qu'on puisse se rendre compte que c'était l'histoire de toutes les histoires, de toutes ces histoires de viol, de violence, et qu'en fait, il y avait beaucoup de points communs quand on écoute les femmes parler. Il y a évidemment le choc physique, il y a évidemment le traumatisme physique, et puis il y a tous ces chocs, toutes ces répliques, tout ce qui arrive derrière. Et quand on ne peut pas parler, soit parce qu'on le choisit, soit parce qu'on n'a tout simplement pas la possibilité de le faire, on vit dans des murs, et c'est ça qui est très très difficile. C'est très difficile à vivre, et moi je voulais vraiment aborder tous les aspects, la douleur physique, la douleur psychologique, les suites. Tout le monde n'a pas la chance de se reconstruire, tout le monde n'a pas la chance de retomber amoureux, tout le monde n'a pas la chance de refaire une vie. Il y a vraiment des drames qui sont suivis de drames épouvantables, où les gens ne se soignent pas, les gens ne peuvent pas être pris en charge parce qu'il n'y a pas de parole. Et voilà, moi quand j'essayais de me dire qu'est-ce que tu vas faire de ça, c'était de mettre des mots sur des mots, voilà, vraiment des mots MOTS sur des mots MAUX pour essayer de faire passer. Je ne sais pas quel message d'ailleurs, j'ai pas de message à faire passer, mais c'est juste pour. Je crois que c'est un témoignage de douleur et de reconstruction aussi, parce que c'est ça qui est intéressant, parce que dès les premières pages, après, on la voit se reconstruire sexuellement, ce qui pourrait être le plus difficile, assez vite. Et après, passer à l'étape mariage, enfant dans sa tête et tout. Enfin, elle se reconstruit complètement avant d'être rattrapée par cette douleur sur la fin de votre nouvelle. Mais bon, c'est sûr que choisir une personne pour en parler, c'est beaucoup plus percutant que si vous aviez mis 5 ou 6 personnes qui parlaient de leur viol chacune séparément. Moi, j'ai envie de vous demander, vous êtes journaliste, vous êtes française, ça s'entend, et c'est édité par Noir, Blanc, etc. Donc, vous avez fait ça à Beyrouth. Quel bon vent vous a amené justement à des éditions libanaises ? Alors tout ça, c'est une affaire de rencontres, hein. Il y a des hasards, il y a des rencontres, il y a des belles rencontres comme ça. Et en fait, j'ai envoyé ce manuscrit à Belinda Ibrahim. Je l'ai envoyé comme ça parce que j'aime ce pays, parce que j'aime ce qui est fait par les éditions. Et je sais pas, je l'ai envoyé, et aussi pour une raison. Une autre raison, c'est qu'il y a une autre auteure de chez Noir Blanc, qui est Patricia Hakim. Et en fait, elle a écrit
ce livre, Les mots de mon silence. Et pour tout vous dire, le premier titre, vraiment le tout premier titre que j'avais, c'était pas Le dos au mur, c'était les mots de mon silence ou Les mots de leur silence. Et je me suis dit, je pense qu'on peut se comprendre, on est des femmes. Je pense que voilà, j'ai envie qu'il soit lu, ce livre. Je l'ai donc envoyé à Belinda. Et puis la rencontre, elle s'est faite comme ça. Et ça a été publié par les éditions Noir-Blanc. J'ai pas du tout cherché à le faire publier en France parce que je pense qu'il y a des rencontres qu'il faut pas rater. Il y a vraiment des rendez-vous qu'on peut pas ignorer. Et puis quand ça se passe comme ça, voilà, dans une communauté, dans un partage d'émotions et un partage d'envie aussi, faut pas passer à côté. Moi, je m'en fiche qu'il ait du succès ou pas. Enfin, je devrais pas dire ça, Belinda. Elle va m'en vouloir. Évidemment, j'aimerais qu'il ait un peu de succès, qu'il ait un peu d'audience, justement, et qu'il soit lu par des femmes à qui c'est arrivé. Voilà, pour qu'on il y a une communauté, il y a un partage. Mais voilà, c'est surtout pour le partage. C'est vraiment pour ça. Et qu'il soit né à Beyrouth, ce bébé de papier, ou qu'il soit né à Paris, ça n'a pas tellement d'importance. Et en sachant que comme c'est un pays qui m'est vraiment très très cher, je suis ravie en fait qu'il soit sorti au Liban. Alors, quelle connaissance du terrain vous avez en la matière ici à Beyrouth? Est-ce qu'il vous est arrivé justement de parler à des associations, sachant que maintenant on dénonce de plus en plus les violences tout court et les violences conjugales, bien entendu. On a vu voir des associations, on a vu des associations naître il y a quelque temps. Je crois que leurs activités se multiplient, mais il y a encore beaucoup de tabous qui entourent cette question. Est-ce que vous avez pu rencontrer des gens concernés ici? Alors, l'année dernière, je suis allée à la manifestation quand il y avait la loi qui était présentée au Parlement sur la loi sur la famille, je crois. Donc, effectivement, j'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré quelques femmes dans des associations. J'ai aussi rencontré des sœurs et des mères de femmes qui avaient été battues jusqu'à en mourir. Voilà, mais ma connaissance du terrain, elle est plus en France parce que j'ai quand même un peu regardé les chiffres. En fait, c'est des chiffres tout à fait affolants. Je ne peux pas les rapporter à ceux du Liban que je ne connais pas, mais on estime, c'est des dizaines de milliers de viols qui ont lieu chaque année, pas seulement sur des femmes, sur des hommes aussi, en sachant que les viols sont souvent commis dans un univers assez familial, puis dans une zone à 30% de connaissances, voilà. Et puis, en fait, le loup solitaire qui tombe sur une femme et la viole, c'est entre 17 et 20% des cas. Donc, c'est encore plus difficile de parler quand on est dans cet univers familial. Voilà, ça, c'est les chiffres en France. Et il faut savoir aussi que sur l'ensemble de ces viols, il n'y a que entre 10 et 12% d'actes qui débouchent sur une plainte. Et sur ce nombre de plaintes, il y a à peu près 1 ou 2% de plaintes qui sont instruites et qui arrivent au pénal. Donc en fait, ça laisse de côté des dizaines de milliers de personnes qui ne peuvent pas parler, qui ne veulent pas parler et où il y a pas de justice, quoi. On subit et c'est tout. Et on est obligé de vivre avec toute sa vie. Alors, quelles sont les raisons, justement, pour lesquelles les femmes en France ne parlent pas? Ici, on sait plus ou moins pourquoi, mais pourquoi en France? Mais parce que je crois qu'il y a des raisons qui sont partagées, c'est-à-dire... Certainement, le mari qui va devenir encore plus violent. Alors ça, c'est dans le cas de violence conjugale. Dans le viol, il y a beaucoup de femmes qui parlent de honte. C'est qu'est-ce qu'on a fait de mal? Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Est-ce qu'on a provoqué quelque chose? Je pense que c'est Enfin, ça paraît bête comme ça. Enfin, ça paraît absolument incroyable. Oui, parce qu'on est sur le fil du rasoir. Entre un premier rendez-vous auquel on consent et le viol qui arrive après, et voilà. Il y a quand même un pas. Et voilà. Il y a donc ces circonstances avec des connaissances où on ne sait pas, ça a basculé, on ne sait pas pourquoi. Et puis, il y a tout ce qui se passe dans l'univers familial. Alors, pas seulement avec les maris. Ça peut être très large. Les frères, les pères, les oncles, etc. Donc, il y a quand même tout un ensemble de choses qui amènent au silence, qui empêchent la parole. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pour ça que moi, j'ai parlé avec pas mal de femmes, peu importe les circonstances de l'acte. Est-ce qu'en général, ce sont des femmes qui n'ont pas de carrière, qui n'ont pas de vie? Non, pas du tout. Pas forcément. Pas du tout. Donc, non, absolument pas. Absolument pas. Qui n'ont pas les moyens financiers de s'en aller, c'est ça que je veux dire. Non, absolument pas. Moi, j'ai 2 amis journalistes très proches à qui c'est arrivé à des années de distance. C'était pas une question d'argent, c'était pas une question de moyens. C'est une question qu'elles se sont retrouvées. Alors là, pour le coup, vraiment le dos au mur. Sans savoir quoi faire, en ayant peur. C'est ce que j'essaye, moi, de dire dans le bouquin. C'est que ça peut être aussi une peur physique. On est au même endroit que son agresseur et on peut pas... on a peur. On est simplement mort de trouille. Et qu'il faut quand même
un bon sens de courage pour passer par-dessus ça, pour aller au-delà. Moi, je pense que c'est... Voilà, les femmes qui parlent ont un formidable courage. Celles qui parlent pas, on peut pas les condamner. On peut pas leur dire, on peut pas se mettre à leur place en fait. Ça, c'est très difficile. Et moi, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, mais je suis à la place de toutes celles qui ne parlent pas. Mmh. Parce qu'il faut, voilà, il y a un moment, il faut briser les silences. Je sais bien que ça n'aura aucune incidence, je pense, sur les comportements, ça, faut pas rêver. Mais je pense que le plus important, c'est ça. C'est, voilà, moi, si des femmes lisent ce livre et qu'elles ont été victimes de ça, elles ne sont pas toutes seules. On connaît bien les mécanismes. Voilà. Après, des fois parler, c'est beaucoup trop tard. Il s'est passé trop de temps. On va dire, il y a prescription, il y a tout. Mais il y a aussi beaucoup de structures qui, même si on ne le dit pas haut et fort, publiquement, et qu'on ne porte pas plainte, il faut savoir qu'il y a quand même des structures pour écouter, aider, avoir une aide psychologique, que si on ne peut pas porter ça sur la place publique, eh ben, il faut trouver des aides, tout simplement. Et il y a plein de structures quand même pour le faire. Alors justement, en parlant de ces structures, vu qu'elles commencent à exister ici, ce qui serait intéressant, puisque l'exercice a déjà été fait pour Nicolas Hénin, c'est peut-être de faire traduire ce livre en arabe pour que les femmes ici et dans le monde arabe le lisent. Moi, oui, je pense peut-être que ça pourrait, si ça peut être utile, oui, pourquoi pas. On va faire, attendez, je cherche le mot en arabe, tarjama. Oui, absolument. Traduction pour ceux qui ne parlent pas l'arabe. C'est le monde à l'envers. Oui, bien sûr. Oui. Et puis surtout, essayer de communiquer plus auprès des femmes, indirectement ou directement, sur les structures qui peuvent les accueillir et qui peuvent les aider. Au moins se soulager de ce fardeau, au moins en parler, au moins de continuer, de les aider à recommencer à vivre. Et puis surtout, se dire que malgré tout ça, malgré tout ce qui se passe, toutes ces horreurs et tout ce qu'elles peuvent vivre et toutes les souffrances qu'il y a derrière, il y a quand même la vie derrière. Voilà. Mais pour revivre, il faut se faire aider. Il faut vraiment se faire aider. Ça peut être une amie, ça peut être une copine, ça peut être quelqu'un qui vous guide, ça peut être quelqu'un qui vous aide. On n'est pas des superwoman, hein. On ne peut pas tout régler toute seule. Hein. Donc il faut vraiment, voilà, si on a quelqu'un dans son entourage qui arrive à se confier. Il faut surtout ouvrir son cœur, ouvrir sa porte et puis essayer de l'emmener vers les structures qui vont, là, pour le coup, l'aider vraiment efficacement parce qu'il faut des psys, parce qu'il faut des conseillères, il faut peut-être même simplement des gens pour parler, pour vous entendre. C'est le seul moyen de s'en sortir. Isabelle Morand, j'imagine que vous continuez à travailler en tant que journaliste indépendante. Vous planchez sur quel sujet en règle générale ? Alors moi, je suis spécialiste du jardin, donc on est quand même très très loin du dos au mur. Vous êtes revenu au jardin ? Je suis toujours dans le jardin. J'ai toujours un pied dans le jardin parce que sinon je vis pas, quoi. J'ai besoin de verre, j'ai besoin d'espace. Et puis c'est vrai que je me suis... Vous faites comment à Beyrouth alors ? À Beyrouth, j'ai le nez en l'air et puis je fais beaucoup de photos de ces petits lieux. J'ai fait pas mal de photos, ce que j'ai appelé Beyrouth verte, en essayant de traquer un petit peu les feuilles, les fleurs, etc. Et vous traquez des mètres carrés du coup ? C'est mètre carré par mètre carré ? Oui, des balcons, des terrasses, des mètres carrés. Mon autre activité en fait, je fais des reportages dans l'humanitaire, donc je repars là au Kurdistan bientôt. Je travaille pour une association qui s'appelle Les Écrans de la Paix, qui va lancer un cinéma itinérant au Kurdistan pour les camps de réfugiés, qu'ils soient chrétiens, yézidis, kurdes, ce qu'on veut, peu importe. Alors là, au niveau confessionnel, on s'en fiche complètement. Ce qu'on veut, c'est apporter un peu d'éducation, un peu de distraction à tous ces gens qui sont quand même un peu dans la détresse absolue. Donc voilà, moi je fais aussi dans l'humanitaire. Par exemple, là, je suis allée alors là, désolée pour l'accent, Tebene, pour voir ce qui s'y passait un an après, parce que j'y étais il y a un an, avant que l'armée intervienne et remette un peu de l'ordre entre les deux quartiers, entre Tebene et Jabal Mossen. Et j'y suis retournée là pour voir ce qui avait changé, si quelque chose avait changé, et surtout voir là encore des femmes. Ce sont des femmes que j'ai vues. J'ai vu la détresse des femmes en suivant une distribution de colis de la Croix-Rouge de nourriture. Et là, j'avoue que je n'ai pas encore regardé mes images, je n'ai pas regardé mes vidéos parce que je crois que je ne serais pas tellement capable de les regarder sans pleurer pour le moment. Parce il faut un peu de recul. Il faut du recul. Voilà, il faut du recul. Parce que l'empathie, c'est bien, mais
pour pouvoir en parler bien, je crois qu'il faut un peu de recul, pas de froideur, hein, surtout pas, mais un peu de recul et puis rendre hommage à ces femmes qui se battent. Hein. Je parlais avec quelqu'un il y a pas 3 heures qui me disait mais quand est-ce qu'elles vont se soulever ces femmes, quand est-ce qu'elles vont dire c'est plus possible. Pour le moment elles en sont loin, hein, parce qu'elles pensent juste à faire manger leurs enfants. Et quand vous avez une dame qui a perdu son mari et qu'elle épluche de l'ail pour survivre, vous vous dites que c'est très dur, hein. J'ai trouvé ça très très dur. Mais je crois que c'est important aussi d'en parler. On peut pas voir que les belles tours de Beyrouth. Il faut aussi aller ailleurs. Je vais peut-être me faire détester en disant ça, mais c'est pas très grave parce qu'il faut, je crois, aller voir toutes les composantes d'un pays, celui-là ou un autre, hein, peu importe. Et puis c'est vrai que moi je suis très très sensible à la détresse des femmes. Donc j'ai rencontré aussi au Kurdistan des femmes yézidis. J'ai rencontré des femmes chrétiennes. J'ai rencontré des Kurdes. J'ai rencontré des chiites, des sunnites. Enfin des femmes qui sont vraiment qui sont elles aussi le dos au mur. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix que celui de se battre, de survivre. Et pour moi, ce qui est important, c'est de témoigner par mes mots, de témoigner par mes photos, de témoigner par mes vidéos de ce que vivent les femmes. Alors, on va peut-être vous accuser de vous adresser uniquement aux femmes. Et quand vous écrivez et quand vous faites votre travail de journaliste. Alors non, parce qu'en fait, le dos au mur, j'ai hésité à me mettre à la place d'un homme. Vraiment, j'ai hésité. Parce qu'il y a un tiers des viols qui sont commis sur des hommes. Mais je ne suis pas un homme. Je pourrais tout faire, je ne serais pas un homme. Et j'aurais été très, très mal à l'aise de me mettre à la place d'un homme et de parler à la place d'un homme. J'y ai pensé pendant un moment, en disant, voilà, c'est quand même un tiers des cas. Mais je n'en aurais pas été capable du tout. Absolument pas. Et puis non, je suis aussi... bien sûr que la détresse des hommes m'intéresse aussi, mais je me sens... je me sens plus capable de raconter celle des femmes. Et je crois que si je sais faire quelque chose de bien, c'est de raconter cette détresse. Et voilà, mais j'oublie pas les hommes non plus, bien sûr que non. Il y a tellement de souffrance aussi. Isabelle Morand, je rappelle que vous avez signé à l'occasion du dernier salon du livre Le dos au mur aux éditions Noir, Blanc, etc. Merci beaucoup d'être venu nous parler du dos au mur. Je vous attends pour la prochaine parution. J'espère l'année prochaine. J'ai déjà plein d'idées de toute façon. Et moi, je vous remercie infiniment de m'avoir reçue. Mais à la prochaine du coup. Au revoir. Au revoir.